C'est filmé aussi. Hello, hello Déborah, comment tu vas? Salut Aurélia, ça va bien et toi? Ben écoute, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à Bah, rejoindre avec plaisir. cette Merci à série toi. interview Solo to CEO. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. C'est PB qui m'a parlé de toi, justement. Donc, on disait en off que tu étais dans son mastermind. Et bah, écoute, Déborah, donc avant d'être entrepreneur, tu es maman. Tu es maman d'un Oui, petit garçon de 7 ans. Et là, tu es exact. enceinte du deuxième. Donc, Oui. à l'heure où on va peut-être diffuser ce podcast, tu auras certainement accueilli ton deuxième enfant. Exactement, ouais, la date du terme est pour samedi, donc Voilà. dans 7 jours. Mais bon, Ok. ça peut arriver aujourd'hui comme dans quelques jours. Exactement. C'est la Voilà, dernière ligne droite. Des beaux souvenirs. Super. Bah écoute, exact. félicitations d'avance en tout cas. Merci. On a la chance, il nous laisse enregistrer ce matin, donc c'est Ouais, génial. ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'était pas sûr d'enregistrer ce podcast en fonction de comment Ouais, ça allait se passer pour toi, donc c'est top. exact. J'ai pu te choper au bon moment. Exactement. Donc, tu es sinon entrepreneur depuis 2020, tu as commencé comme freelance et aujourd'hui, tu diriges une agence de publicité Meta et Google. Oui, c'est ça. Donc, j'ai D'accord, commencé ouais, en freelance et là, vraiment spécialisée en Google Ads à la base. J'ai travaillé 10 ans en agence, mais donc j'ai fait du Google, du Meta, mais je suis très spécialisée. Mon dada à moi, c'est Google Ads. Et là, avec l'équipe, on s'est élargi à Meta pour avoir une belle complémentarité des services. Mais voilà, c'est vraiment la publicité en ligne Google Meta qu'il faut retenir. Mhm. superbe. Et donc, voilà, avant d'être... Et quand tu étais freelance, tu étais également dans les ads? Ouais, c'est ça, Google Ads D'accord. à Euh, 100%. Ton Depuis parcours, voilà, toujours. c'est les ads. Ok, bah, superbe. Ok. Passion Google. Passion Google. Yes. Alors Ouais. justement, est-ce que tu peux nous dire bah, pour des gens qui connaissent pas, qui veulent se lancer dans les publicités et qui hésitent entre Google et Meta Ads? Ouais, C'est quoi? ouais, C'est ouais. tout dépend de notre secteur d'activité, tout dépend de où est-ce qu'on est présent. C'est quoi le Ouais, conseil que tu ouais, donnerais? en fait, écoute, c'est deux leviers très différents. Google Ads, je vais te donner un exemple très concret. Comme tu peux acheter des mots-clés, tu cibles des personnes qui sont en recherche active, donc qui sont en train de rechercher ton service au moment T. Donc, quand ta publicité apparaît, tu es devant quelqu'un qui est déjà à moitié converti, entre guillemets, qui est plus bas l'entonnoir de conversion, parce qu'il a déjà conscience de son problème, il a déjà conscience de qu'est-ce qui est sa solution. Donc, ton service et il est en train de le chercher sur Google. Donc, c'est déjà plus qualifié parce qu'on se base sur l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc, il est à moitié convaincu. Donc, si tu fais bien ton travail, bien ta publicité, tu rediriges vers une landing page de qualité, tu es censé pouvoir le convertir plus facilement. Donc, si je prends vraiment l'exemple des campagnes sur le moteur de recherche, parce qu'effectivement, Google, il y a d'autres formats plus notoriété, du YouTube Ads, du display, etc., qui sont plus visuels. Mais dans le cadre du réseau de recherche, on est vraiment sur l'intention de recherche. Donc, on va aller chercher l'utilisateur quand il est actif et quand il recherche ton produit ou ton service. Donc, ça, déjà, c'est très qualifié. Et Facebook Ads, dans les grandes lignes, hein, tu vas cibler une audience. Il y a un pouvoir de ciblage qui est quand même énorme parce que on a plein d'informations sur nos profils Facebook. Donc, on est capable de cibler des personnes qui ont un certain centre d'intérêt, etc. Bien que sur Google aussi, mais sur Facebook, on va davantage cibler une audience selon certains critères plutôt qu'un mot-clé. Et donc, la personne, elle est sur son fil d'actualité, elle a plein d'informations, puis ta publicité, elle passe comme ça dans son fil, mais tu sais, l'impact, il est un peu moins important parce qu'il a plein d'informations autour. Il n'était pas en train de rechercher ton service, il n'était pas concentré sur ça à ce moment-là. Donc, le capter est peut-être un peu plus compliqué. Donc, les objectifs, en fait, sont pas les mêmes entre les deux plateformes. C'est deux façons de cibler différemment, mais les deux leviers peuvent être extrêmement complémentaires dans le sens où tu pourrais attirer un nouveau trafic sur ton site web avec Google et les recibler sur Facebook ensuite pour les faire convertir s'ils n'ont pas converti la première fois avec ta première publicité. Donc, je te donne vraiment des infos dans les grandes lignes, mais Google, Meta sont très différents dans la manière de cibler, dans la manière d'adresser le message aussi. Les formats sont pas les mêmes et on va les utiliser de manière plus ou moins synergique, en fait, ensemble pour aller chercher du bénéfice. Donc, c'est là où c'est intéressant de faire les deux quand on peut, quand on a le moyen, pour les faire vraiment monter en puissance et aller chercher un maximum de conversion tout au long du parcours d'achat. Donc, D'accord.
Voilà. Donc, en l'occurrence, donc, on n'a pas besoin d'avoir un site internet pour aller sur Google Ads, mais simplement une Oui, landing page, une page de vente suffit. oui, oui, tu pourrais avoir une page de vente, effectivement, une landing page. Ouais. D'accord, ok. Et donc, on se met à la place de notre client idéal, de notre prospect. Admettons, ben, il va sur Google, il tape donc des mots-clés. Exemple, je recherche un coach en bien-être. Et donc, Mhm. c'est par rapport à ces mots-clés, c'est ça, que on va construire la publicité sur Google. Exactement, tu vas apparaître dans les premiers résultats de recherche avec le fameux lien bleu là dans les résultats. Et donc tu vas personnaliser cette annonce-là. Donc le SEO est une très bonne technique également, mais si tu veux des résultats plus court terme et dès demain être premier sur coach bien-être par exemple, tu veux gagner du temps et convertir, tu as une bonne landing page qui favorise la prise de rendez-vous avec toutes les informations. Le premier lien va s'afficher, ça va être toi, le prospect va s'identifier à ton annonce parce que tu l'as bien rédigé, tu mets en avant tes caractéristiques différenciants, tu mets du call to action, tu mets en avant tous tes arguments, ce qui fait que c'est toi la bonne personne. La personne va cliquer, va arriver sur ta landing page et effectivement, si elle est bien bâtie, elle respecte des bonnes pratiques et on a une formulaire de contact ou la prise de rendez-vous complètement ben là, ça favorise le passage à l'action en fait de l'utilisateur. Donc, si une landing page est bien faite, il n'a pas d'autre choix que de passer à l'action au bout parce qu'il a exactement sous les yeux ce qu'il recherchait et puis il est capable de convertir. C'est ce qu'on veut. Donc, voilà D'accord. comment ça se passe un petit peu. Ouais. Ok. Et donc, toi, en tant qu'agence agence de publicité, comment tu accompagnes tes clients? Est-ce que tu les conseilles sur la construction de la landing page ou c'est simplement tu fais pour eux leurs ads avec tous les mots-clés de leur business, etc. Oui, alors en fait, quand on se lance sur Google Ads, il y a vraiment la première partie qui est la stratégie qui est hyper importante de justement choisir les bons mots-clés. Donc il y a toute une étude des volumes de recherche et des coûts moyens sur le marché, donc le CPC, le coût par clic moyen des mots-clés qu'on veut, pour voir justement c'est quoi les mots-clés les plus élevés en termes de coûts, les plus concurrentiels, est-ce que je peux y aller ou pas y aller. Tu sais, on va aller voir vraiment combien de personnes cherchent mes mots-clés et combien ça coûte, en gros. C'est les deux informations qu'on va aller chercher. Et par rapport à ça, on est capable de faire une projection budgétaire parce qu'on est capable d'estimer grosso modo le nombre de clics qu'on pourrait avoir à un certain coût. Donc, ça nous fait un X montant de dépenses par mois en ads si je veux aller me positionner sur ces mots-clés-là. Donc ça, la stratégie en amont est hyper importante parce que si tu démarres tes campagnes, tu dis, oh, bah, je vais acheter coach bien-être parce que je pense à ça, c'est moi, je vais l'acheter sans regarder avant, tu pourrais te heurter à des coûts très élevés et en fait, ta publicité, tu vas juste dépenser de l'argent, mais tu ne seras pas efficace parce que tu seras très peu visible, parce que trop de concurrence, tu n'as pas d'historique sur ton compte, tu n'as pas le budget nécessaire, enfin suffisant en fait pour ça. Donc la stratégie est hyper importante. Et après la stratégie, une fois qu'on est OK sur les mots-clés qu'on achète, le budget, et effectivement la landing page qui entre en compte à ce moment-là, qu'on est OK, qu'on a tous les éléments pour faire de la performance, alors on lance les campagnes, on les bâtit, on rédige les annonces, on valide, on met en ligne. Et mon offre de lancement, en fait, c'est 3 mois de gestion suite au lancement parce que le 3 mois est un peu la période incompressible pour avoir le temps de tester, de s'ajuster, de générer du volume sur le site web et d'avoir des résultats. Donc, c'est vraiment une période d'apprentissage comme minimum, en fait, pour aller au bout des tests, pour aller au bout des ajustements. Donc, dans mon accompagnement, là, justement, je suis en train de faire un partenariat avec quelqu'un qui va embarquer pour l'optimisation en tant que telle de la landing page parce que je me heurtais à refuser des clients quand le site web ou les landing pages n'étaient pas assez optimales parce que derrière, on n'allait pas faire de résultats. Puis, tu sais, je voulais pas aller dans cette voie-là. Donc là, mon service est bonifié. On a vraiment quelqu'un pour s'assurer que la landing page va convertir en fait avant de lancer. Donc ça, c'est vraiment super, c'est essentiel. Donc maintenant, on est rodé sur ça. Donc au lieu de refuser un contrat, je vais dire, bah voilà, on peut inclure ce travail-là et c'est parfait. Ouais. Et je me posais la question pour les personnes enfin, leur cible, leur client idéal, c'est plutôt on est sur du B2B. Est-ce que Mhm. c'est pas plus intéressant dans ce cas-là de cibler du LinkedIn Ads? Ouais, bah en fait, tout ça, ça s'étudie parce que D'accord. dépendamment du secteur d'activité en B2B, parce que j'ai des clients en B2B, il y a comment dire, des manières de fonctionner dans certains secteurs où les décisionnaires, ceux qui vont prendre la décision de faire appel à tel ou tel prestataire,
ne vont pas avoir le réflexe d'aller chercher ce type de service sur Google et vont plus faire du bouche à oreille, demander des recommandations à leur réseau, plus être sensible justement sur LinkedIn à une publicité. Donc c'est là où tu peux regarder en fait ta cible, comment elle agit, en fait, comment elle se comporte dans sa prise de décision. Est-ce qu'elle va sur Google ou pas du tout? Et en fait, bah, tout ça, ça s'étudie. Et la fameuse recherche de mots-clés, par exemple, si on pensait à un mot-clé dans un secteur B2B, si on voit qu'il n'y a pas de recherche, on a notre réponse, on a la confirmation que le décisionnaire pour notre service ne se rend pas sur Google pour trouver ce service-là. Donc, c'est vraiment de la stratégie et de l'analyse en amont pour savoir est-ce que Google Ads, c'est le levier idéal pour mon entreprise à ce moment-là? Est-ce que ma cible y est? Est-ce que je peux la rejoindre ou pas? Donc, Hmm. et comme je disais, Google Ads, nous, on fait beaucoup de campagnes sur le réseau de recherche, donc les mots-clés, mais tu pourrais très bien cibler des dirigeants grâce à du display, à des bannières publicitaires. Tu peux les rejoindre, mais là encore, l'impact, si tu veux de la conversion court terme immédiate, ce sera moins facilement réalisable en fait avec ce format. Donc, tu as toujours, tu sais, les plateformes publicitaires, elles sont très puissantes. Tu as toujours moyen des fois de rejoindre ta cible, mais est-ce que c'est judicieux? Pas toujours. Des fois, tu fais un autre choix. Tu as parlé de LinkedIn qui est très intéressant aussi dans ce domaine-là. Donc, tout ça s'étudie en amont. La D'accord. stratégie est importante. Ouais. Et tu fais aussi LinkedIn Ads? Tu fais Non, aussi... ça je le fais pas. J'en ai fait en agence pendant longtemps, mais c'est vraiment pas ma force et je le propose pas parce que c'est pas du tout notre expertise première et en plus les clients avec qui je travaille sont beaucoup plus. Bah, il y a quand même du B2B, mais c'est plus food, lifestyle, etc. B2C aussi, bien-être justement. Donc ça s'y prête moins d'aller sur LinkedIn dans ces cas-là. D'accord. Euh, ma clientèle fait aussi que Google et Facebook est beaucoup plus approprié. Ouais. D'accord. Ok. Et question bête, mais si j'ai un budget limité, c'est quoi qui va me coûter le plus cher? Google ou Meta? Parce que je Bah, n'ai là aucune encore, ça idée. dépend, c'est ça, ça dépend de comment on va bâtir ta stratégie, ce qui fait du sens pour toi. Parce que Hmm. si tu me dis bah, coach bien-être et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de concurrence, ce qui est fort possible, beaucoup de recherches, beaucoup de concurrence, etc., je vais dire bah là, Google, ça va te coûter autant. Puis on va faire une étude sur une autre plateforme, on va estimer, peut-être ça va te coûter un peu moins cher sur une autre. Tu sais, ça dépend Voilà. vraiment. On peut faire ce calcul en partant des audiences, des plateformes, faire une estimation budgétaire, mais on peut aussi faire un calcul tout bête, entre guillemets. Si tu as un service, une landing page qui il y a déjà de l'historique, tu vends déjà ton service, tu as un taux de conversion, on est capable de faire un calcul un peu mathématique, de dire bah, si je te ramène autant de personnes sur ta landing page, que ton taux de conversion est de autant, bah, avec tel budget, je vais te ramener X lead ou X conversion. Et donc, on fait un espèce de calcul mathématique parce que si D'accord. ton offre se vend déjà et converti, en fait, tu as juste à nourrir ta landing page en ramenant du monde dessus. Donc, mathématiquement, si tu fais un ciblage qualifié, tu vas chercher les bonnes personnes. À ce moment-là, ben, normalement, tu sais, ça convertit si on a bien fait le travail. Donc, il y a plusieurs moyens de faire des estimations. Moi, j'aime bien faire un mix des deux, tout simplement, d'aller chercher les données plateforme, les données marché, etc. Puis aussi prendre tes données à toi. Est-ce que ton site, ton offre est capable de convertir aujourd'hui? Et souvent, je le répète, mais la publicité n'est pas magique. Et si on veut se lancer en publicité, c'est que organiquement, donc sans publicité Ça fonctionne. payante, ton service ou ton offre se vend déjà. Se vend déjà. Tout à fait. Tu maximises ce qui fonctionne en fait. Et tu Ah mets ouais. toutes les de ton côté. C'est ça. Ah ouais. Et j'ai vu des Voilà. superbes résultats de clients et parfois ils font des résultats du x8 en chiffre d'affaires. C'est Ouais. impressionnant. C'est impressionnant. Exact, ouais, c'est les meilleurs scénarios, c'est puissant, c'est hyper excitant. Puis le désavantage, c'est que si tu arrêtes d'investir, tu n'as plus de résultats, mais en même temps, si tu es rentable à ce point-là, ben, tu sais, c'est une machine qui roule, tu es rentable, donc tu investis de l'argent, tu as tes résultats tous les mois. Donc c'est pour ça qu'on accompagne des clients à l'année, parce que bah, on s'y retrouve et puis c'est des budgets annuels dépensés pour Ouais. générer des résultats. Ouais, Important. Ouais, de consacrer un budget pub. Ouais. c'est ça. Ok, Ouais. super. Bah écoute, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour tout ce qui est justement de ton passage de freelance à CEO, à directrice d'une agence. Mais déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux nous partager ta vision, la vision que tu as pour toi, pour ta Ouais. vie, mais aussi pour ton business? Oui, c'est ça. Bah, en fait, ma vision part comment dire, d'un aspect plus personnel, en fait, le bien-être, l'épanouissement,
Un quotidien épanouissant, en fait, une vie épanouissante qui est très importante pour moi, parce que je me suis pas toujours respectée dans la vie, je me suis cherchée, etc. J'écoutais pas mes besoins. Puis, bref, mon histoire fait qu'aujourd'hui, être épanouie puis construire une vie qui nous convient à 100%, c'est comme une priorité pour moi. Et en fait, c'est parti de là. Et en fait, j'ai fait le parallèle avec la publicité. C'est pour ça que je vais chercher des clients qui ont des valeurs qui sont communes aux miennes. Et donc, c'est pour ça que je travaille avec des clients. Je veux maximiser vraiment mon travail avec des entreprises qui sont liées au bien-être, au lifestyle, à la food, parce que c'est des choses qui me parlent en fait au quotidien. Donc, je veux leur apporter mon aide pour les faire briller. Beaucoup plus pour les rendre visibles auprès de leurs clients et puis de les aider à accomplir eux leur mission qui est très proche de la mienne finalement. Oui, Donc toute cette priorité personnelle finalement dans ma vie, je le fais passer via l'agence en fait à travers cette clientèle qui me parle en fait et qui veut aussi aider d'autres personnes à atteindre ces objectifs-là. Donc ça, c'est vraiment ma vision. Et en fait, autour de ça, ben, ma grande vision, c'est de construire une équipe épanouie. Donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon équipe qui se construit, puis les inspirer, les faire évoluer, etc. Donc vraiment avoir une vision très humaine de tout ça à travers le travail et puis qu'on ait tous une vie satisfaisante et qu'on s'éclate dans notre travail parce qu'on est sur des projets avec des valeurs qui nous correspondent. Donc il y a cette bienveillance et cette inspiration au quotidien qui me drive. Donc voilà, c'est vraiment ma mission aujourd'hui, ma vision, j'adore, ma vision. j'adore. Yes, trop bien. Et est-ce que tu peux nous partager tes intentions, tes désirs pour 2025? Oui, oui, oui. Alors 2025, bah, comme je suis sur le point d'accoucher, c'est quand même, il y a beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes. Mais là, ce que je mets en place depuis certains mois en prévision de mon congé maternité, donc ça a été de monter mon équipe. Donc là, l'équipe est autonome, elle tourne parce que je peux m'en aller du jour au lendemain. Alors la réalité, s'en aller, c'est que la réalité, je vais pas fermer l'ordinateur pendant des mois, c'est pas possible. Mais c'est sûr que je me retire des projets clients. C'est déjà fait, donc l'équipe a embarqué. Donc mon souhait, c'est que l'équipe bah, perdure, en fait, continue comme ça. Alors, j'ai pas forcément envie d'embaucher plus de personnes parce que ça fait pas forcément de sens pour moi. Par contre, je veux qu'elles se sentent vraiment épanouies, que ça continue sur des beaux projets, qu'elles soient contentes qu'on travaille ensemble et qu'on aille chercher des beaux mandats, en fait, tout simplement, que ça évolue dans le bon sens. Elles sont pas à capacité 100% de travail toute la semaine. Je sais qu'elles ont du lourd, elles peuvent avoir des projets perso à côté, etc. Mais mon objectif, c'est qu'on aille chercher des belles références, des beaux projets pour qu'on s'éclate et que l'équipe perdure, parce que finalement, c'est une jeune équipe on a commencé en juillet ensemble. Donc, Ah, d'accord. Oui, c'est resté. c'est quand même récent. Donc, je veux que les bases solides, en fait, le reste et se développent et puis que ça continue comme ça. Et j'essaye de me freiner un petit peu en mode, je vais avoir un deuxième enfant, donc je peux pas viser la pleine croissance tout le temps, mais juste maintenir et faire bien les choses, ça sera déjà très, très bien. Et la satisfaction client, les résultats clients, c'est l'essentiel pour moi. Donc, si on peut juste faire du bon travail et que tout le monde soit heureux, autant nous, l'équipe, que les clients, bah, ce sera déjà une super réussite, en fait. Donc, c'est ce que je vais viser pour 2025. Et puis après, bah, il y aura peut-être des surprises, bonnes ou moins bonnes, mais en tout cas, c'est le champ des possibles est ouvert. Mais je me suis mis sur les rails comme il fallait. Après, on croise Yes, les doigts pour trop bien, 2025. trop Ouais. bien. Et effectivement, comme tu disais, tu vas devoir t'adapter avec l'arrivée du deuxième, de ton Ouais. deuxième enfant. Donc, je suppose que tu as déjà commencé à structurer ton entreprise pour que, voilà, comme tu l'as dit, quand tu pars, eh ben, que derrière l'équipe puisse prendre le relais. Exactement, c'est ça. Mm. Un beau défi, puis il n'y a pas de, comment dire, on n'a pas toutes les réponses, donc en fait on essaye, on met en place des choses, et il y aura forcément des petites loupées, Ah des oui, petites choses normal. imparfaites, et c'est correct, c'est comme ça. Yes. Alors, avant, tu disais que tu étais donc freelance avant de monter ton agence. Donc, à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de d'indépendante freelance à Ouais. chef d'entreprise qui s'entoure d'une équipe? Est-ce qu'il y a eu des petits signes déclencheurs? Alors déjà, dès le départ, quand je me suis lancée en freelance, j'avais une grande vision qui me dépassait un petit peu et je me voyais un peu très haut, en mode je vais créer mon entreprise, c'est mon truc à moi parce que j'avais cette vision au fond de moi, je voulais aller travailler avec ce type de client. Donc tout de suite, je me dis si je me lance, c'est pour faire quelque chose de grand et point à la ligne. Donc c'est très frustrant pendant les années parce que tu es freelance, donc tu commences petit, tu as des
petits clients, des petits budgets, tu dois essayer de faire ce que tu peux avec, etc. Donc, c'est pas encore à la hauteur de tes ambitions, mais il faut démarrer quelque part. Donc, tu sais, j'étais très vite dans cette grande vision-là et ça s'est fait. Ça a bien cheminé, ça c'est quand même allé très vite finalement parce que je me suis incorporée en société il y a un an, mais le niveau freelance, j'ai vite fait des plus de 100 k de revenus annuels avant de m'incorporer, etc. Enfin, c'est quand même monté très vite, on va dire. Donc tout ça pour répondre à ta question, pour te dire que très vite, j'avais cette grande vision de créer une entreprise, de pas juste faire de la prestation. Donc déjà, au bout de 2 ans, tu vois, 2022, après 2 ans de freelancing, j'en avais un peu marre de ce côté opérationnel parce que moi, ça fait 10 ans que je travaille en agence, que je suis à 100% pour des clients. Oui. Et à un moment donné, tu sais, même si tu aimes ton métier, d'être juste dans l'opérationnel, de délivrer pour les clients, tu es un petit peu esclave de chaque client, etc. Et moi, ce que j'aime, finalement, je m'en rends compte de plus en plus. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment véridique. C'est gérer mon entreprise, c'est ce que j'aime. Il me faut du temps pour développer l'équipe, mettre en place des choses, aller chercher des contrats, etc. Enfin, vraiment être la chef d'orchestre de tout ça. Donc, plus le temps est passé, plus ça s'est confirmé. Et finalement, la grossesse m'a obligée à passer à ce cap-là, à me retirer et à recruter mon équipe parce que il fallait que j'anticipe mon départ, entre guillemets, c'est le fait que je sois moins disponible. Donc ça, je l'avais au fond de moi, mais j'avais beaucoup de peur parce que je me suis dit, sous-traiter, déléguer, etc., c'est dire aux clients que toi, tu sais, ils te font confiance pour qui tu es, ta personnalité, ils te connaissent. Surtout que moi, j'ai jamais fait de prospection à la base, ça a été beaucoup du bouche à oreille. Donc, ils viennent me voir parce que je suis Déborah. Et là, en fait, ce sera plus moi aux commandes des campagnes. Et ça, ça fait peur parce que quand on t'a contacté pour qui tu es, tu dis la personne, je vais pas trouver mon double ou mon clone, je peux trouver quelqu'un qui a des valeurs communes, l'expertise qui est là, mais elle aura sa patte, etc. Et en fait, il faut que le client accepte ça et que ça le mette un peu en inconfort au début et qu'il gagne confiance. Donc, j'ai dû bien sûr faire tout ça, mais voilà, ça s'est fait. C'était très vite installé, puis finalement, au bout de 2 ans, je te dirais, c'était pesant pour moi. Et là, la grossesse m'a forcé à passer à l'action. Donc, c'est très bien. D'accord. Ok, superbe. Et maintenant, aujourd'hui, vu que t'es pas toute seule dans l'agence, comment tu définis ton rôle au sein de ton Ouais, entreprise? j'ai Tu l'as dit un petit un peu peu, dit? Tu l'as un petit peu ouais, dit, chef chef d'orchestre, d'orchestre? un petit peu, c'est Yes. ça. J'aime beaucoup ça. Tu sais, contrôler pas dans le sens contrôle, dans le sens négatif, mais plus avoir mon tableau Coordonner. de bord. Ouais. C'est ça, comme un pilote d'avion. Et est-ce que les voyants sont ouverts, etc. Tu sais, vraiment pilote, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que derrière ça, tu as un aspect très créatif, en fait, parce que je trouve que quand tu entreprends comme ça, c'est que tous les jours, tu es dans la création. Tu sais, tu as ton entreprise. C'est un peu peut-être une idée reçue, une croyance que j'ai, mais ça peut être néfaste parfois pour les entrepreneurs. On a l'impression que dès demain, si on arrête d'être dans l'effort, dans le développement, tout va se casser la figure. Ouais. Sauf que non, quand tu as des années d'historique, tu peux, tu sais, ça va. Si tu peux t'arrêter de travailler une journée, ça va aller, grosso modo. Mais je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié le fil. Je sais plus. Peux-tu me répéter la question où on était, Voilà, ton rôle, comment tu Ouais, définis c'est ton rôle? ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, juste piloter tout ça, c'est vraiment ce qui m'anime finalement, de savoir où on va. Et puis, tout ce côté humain dont je parlais avant, d'aller chercher des personnes qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, et puis de les fédérer, en fait, de les rassembler autour de tous ces projets-là, c'est ce qui me plaît aussi. Et finalement, comme déjà, je suis expatriée au Québec, il y a eu évidemment la pandémie, etc. Je suis quand même un peu plus isolée, seule la majeure partie du temps, comparée à en France. Et puis, il y a l'entrepreneuriat, donc j'ai pas de bureau pour l'instant, etc. Donc, j'allais un peu dans des coworking, des cafés. Mais je suis fort à la maison, en fait, toute seule. Et le fait d'avoir une équipe, ça crée aussi de l'humain, vraiment un beau projet très, très humain et ça fait du bien aussi d'être entouré finalement de pas, parce qu'en freelance, en plus, j'ai commencé en pleine pandémie, tu es toute seule sur ton ordi tous les jours, il n'y avait rien d'autre à faire finalement. Donc, ce côté-là, le fait d'avoir une équipe, ça crée du lien, ça crée beaucoup Mm. d'humains. Et c'est tant mieux parce que l'agence, c'est ça aussi ma vision, c'est de vraiment mettre de l'humain dans tout ça parce que les agences marketing, il y a un peu de tout et il y a vraiment du pas beau Tout à fait. parfois. Je l'ai connu. Donc c'est top d'en arriver là, d'inclure toutes ces valeurs et cette dimension humaine dans l'agence.
Et comment tu as construit justement ton équipe? Par quoi tu as commencé? Comment tu t'y es pris pour Ouais. déjà, comment tu t'es dit, OK, ça, je vais déléguer ça en premier? Voilà. Comment tu as pris ces décisions? Ouais, bah, très simplement, la première chose, c'est que je me suis dit, je vais sous-traiter la prestation client parce que c'est vraiment ça qui prenait tout mon temps. Donc, je me suis dit, le temps sur les clients, il faudrait que j'arrive à le déléguer. Et en fait, ça a été assez simple, entre guillemets, de recruter les bonnes personnes. Peut-être j'ai eu de la chance ou alors c'est parce que j'observe beaucoup et je cerne assez bien les profils, etc. Mais j'ai fait des recherches sur les réseaux, tout simplement. Un peu sur Facebook, on a un groupe de femmes entrepreneurs au Québec qui est vraiment très développé et un groupe vraiment de très bonne qualité, c'est les femmes de tête. Et ça regroupe plein d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs. Et j'avais mis des petites annonces, des petits mots, je cherche quelqu'un pour m'aider sur des mandats, etc. Donc il y a plein de femmes qui répondent. Et puis bah voilà, tu regardes un petit peu les profils et puis tu sais pas pourquoi, des fois tu as un feeling, donc tu la contactes, tu fais un appel, et puis là ça se passe trop bien. Et puis tu dis c'est elle. Et ça s'est passé un peu comme ça en fait, au feeling. Je suis allée chercher des profils. La deuxième personne, c'était sur LinkedIn. C'était quelqu'un donc, qui avait exactement les mêmes compétences que moi, qui commentait un peu mes posts. On se suivait sur le réseau pour partager nos connaissances. Et je lui avais demandé en fait si elle avait des disponibilités le jour où j'avais besoin. Je l'avais déjà contactée dans le passé. Et en fait, bah, je l'ai relancé, on s'est parlé, et puis c'était parti, quoi. Donc c'est finalement, j'ai contacté peut-être allez, une petite dizaine de profils à peine, et puis j'en ai rencontré peut-être quatre. Et en fait, sur les deux, il y a eu deux bons matchs en fait qui se sont faits très naturellement. Donc je les ai trouvés comme ça en fait sur les réseaux. D'accord. Et aujourd'hui, dans ton équipe, vous êtes combien? Alors là, on est trois, quatre avec moi. Ouais, parce que j'ai D'accord. aussi une personne en SEO. Tu vois, les compétences montent. Je ne communique pas du tout dessus. Donc, ceux qui me connaissent vont dire, ah bon, tu fais ça aussi? Parce que le SEO, pareil, j'en ai fait énormément en agence. J'ai une grosse expertise, une grosse expérience en fait en agence marketing. Donc, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses. Mais je sais que je suis la meilleure en Google Ads. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je confie les projets Meta et SEO à des personnes qui sont aussi bonnes que moi en Google Ads, mais dans ces domaines-là, parce que je peux pas tout faire, je suis pas la meilleure dans tout. Et donc, je vais chercher maintenant l'expertise bien pointue parmi ces personnes-là. Donc, ça nous fait un cas de personnes, moi compris. Donc, avec les trois compétences finalement, Google, Meta et SEO finalement. Donc, D'accord. Donc, il y a une personne qui s'occupe du SEO, ouais. une Mhm. autre qui s'occupe de Meta. Et Meta, et une autre qui s'occupe de Google, sachant qu'il y en a une dans les trois qui fait aussi du Google. Donc, parfois, elle a des mandats en entier, en fait, avec les deux leviers. On arrive à faire D'accord. ça. Donc, OK. c'est ça. Oui, donc en fait, tu as choisi dès le départ, quand tu as commencé à déléguer, à t'entourer d'experts tout de suite. Oui, tout de T'as pas suite, ouais. pris une assistante virtuelle comme dans Ah, certains modèles pour pouvoir t'aider dans les tâches que tu pourrais faire au quotidien qui sont répétitives, l'admin, la facturation, la compta, tout ça, non, tu le gardes pour non. toi, mais tu as préféré recruter des experts. Bah, c'est ça parce que je me suis dit, il faut optimiser, disons que c'est la plus-value pour moi de recruter quelqu'un qui m'aide dans les tâches. Je me dis, je peux encore les faire toute seule, tandis que la prestation client, c'est le nerf de la guerre. Et Ça te les prend projets, beaucoup de temps. ça prend énormément de temps, c'est de l'expertise et tout. Donc, si moi, je peux plus le faire, il faut absolument qu'il y ait un expert à ma place. Et en plus, ça m'a rassurée aussi parce que bah, dans notre métier, ça évolue tout le temps. Donc, moi, je suis toujours dans la veille, j'écoute énormément de podcasts, je lis des articles, etc. Je suis abonnée à des infolettes, tu sais, j'évolue avec mon métier, comme beaucoup, mais le fait de gérer son entreprise, des fois, on manque de temps, et des fois, je suis un peu en retard sur des points de formation, etc. Donc, ça me rassurerait aussi d'avoir un backup, en fait, que mon équipe soit experte et qu'elle, elle soit vraiment à fond dedans dans l'expertise et dans la montée de compétences. Comme ça, je sais qu'elle pallie, en fait, parce que moi, je suis occupée à gérer l'entreprise. Donc, elles sont expertes et je peux m'en remettre à leur expertise les yeux fermés. Ça, c'était hyper important parce qu'en fait, tu sais, mon agence, si tu n'as pas l'expertise dans l'agence, ça ne sert à rien. Tu sais, tes projets, ils vont pas amener les résultats escomptés, etc. Donc, je pense que ça, c'est un bon conseil pour n'importe quel entrepreneur. On peut se poser plein de questions sur plein de stratégies, etc. Mais juste de bien faire ton expertise, là, le cœur de ton métier, c'est juste fondamental. Donc, moi, je suis allée vraiment chercher des expertes pour aller sur les projets clients. Et je pense que tout ce qui est assistante virtuelle, etc., c'est comme le prochain step. Parce que comme là, maintenant, je gère une équipe, il y a de plus en plus de demandes qui rentrent, etc. Ça demande des process, des micro-actions partout. Je suis en train de me rendre compte que, tiens,
il va y avoir un besoin là qui se profile pour m'aider à piloter justement tout ça. Donc, c'est ça qui viendra après. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a, donc chez les gens que tu recherchais, est-ce il y a des critères pour toi qui sont très importants, euh, au-delà de l'expertise, on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a Mhm. vraiment des éléments que tu recherches peut-être dans les soft skills chez tes collaborateurs? Bah oui, bah, je parlerai beaucoup d'humain en fait à ce moment-là, c'est d'avoir des valeurs communes et que le travail soit fluide, parce que tu sais le feeling avec la personne pour bien collaborer, tu sais je suis une personne très antipathique, bienveillance, etc. Et j'ai besoin que les personnes autour de moi soient, alors je suis pas dans un monde de bisounours, hein, mais un peu douces comme moi. Parce que j'ai pas envie de gérer des profils qui sont à mon opposé, même si tu vois, voilà, être manager, tu sais, ça s'apprend là. Il y a vraiment une formation à avoir là-dessus et il faut être capable de manager plein de profils. Mais j'ai besoin de cette ressemblance en fait avec mon équipe, avec moi en fait, qu'on ait des valeurs communes et qu'on ait voilà, qu'il y ait un feeling. Et c'est hyper important pour moi et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et donc, en tout cas, je trouve pour l'instant que le travail est très fluide et on se comprend et c'est simple en fait. C'est simple et tu sais qu'il y a tu sais, on a des personnalités peut-être un peu similaires, donc on se comprend très vite et tout le monde y gagne. Donc, pour l'instant, c'est ça. J'aurais du recul peut-être par la suite sur cette situation, mais je suis très contente de ça parce que c'est bénéfique pour tout le monde et ça se passe très, très bien. Donc, ouais, Ok. les valeurs humaines, là, je le répète, là, c'est con, mais ça Ouais, fait ouais. tout. C'est vrai, mais ouais, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes que j'ai enregistrés avec d'autres entrepreneurs. Et effectivement, on en revient toujours à ça, c'est que l'expertise, c'est bien, mais si tu as un expert qui n'adhère pas à tes valeurs, qui partage Ouais, pas ta vision, qui partage pas ta mission, à un moment donné, ça va foirer, ça va planter et tu auras perdu ouais, du temps et de l'argent. Donc, ouais, euh, c'est ça, donc c'est exactement. très important de voir, de checker dès le départ, effectivement, que la personne, elle adhère Ouais, déjà à ta personnalité, à ta vision et surtout qu'elle partage tes valeurs. 100%, exact. 100% d'accord, pour que ce soit aligné, que ce soit fluide. Ouais. Yes. Et comment tu gères les projets avec ton équipe? Ouais. Bah, en fait, les projets, c'est simple. On est en contact direct par email, par message direct, etc. Mais c'est la plateforme Asana, gestion de projet, Ah, où tout est d'accord. centralisé. En fait, tout simplement, ça me permet de aussi justement limiter les interactions par message ou par chat, etc. pour centraliser toute l'info du projet dans Asana. Et on peut suivre aussi bah, les délais facilement. Enfin, j'ai vraiment commencé avec cet outil. J'ai prospecté d'autres outils moins coûteux parfois, parce que Asana est assez coûteux quand même, je trouve. Dès lors que tu as plus de deux personnes, ça peut Ouais. vite monter. Je me suis cassé la tête à essayer d'autres outils en version gratuite, etc. Mais j'en Comme reviens à Notion, chaque. par exemple? Ouais, bah Notion, je trouve je l'utilise pour moi, pour l'agence, sur plein de choses, création de contenu, process, etc. Mais en gestion d'équipe, je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'un logiciel fait pour ça, où tu as toutes les deadlines, j'ai des choses automatiques et tout. Enfin, c'est beaucoup plus Oui, professionnel, en tout cas. c'est Ouais, plus plus. complet Ouais. pour ça. Je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, j'ai une préférence pour Asana et j'utilise Asana avec mes Ouais, clients. Et ouais, c'est bien j'ai mieux. tenté Notion. Notion, bon, bah, il faut aimer le no-code et tout construire de Ouais, A à Z. Et après, tu as des templates, bien sûr, que tu peux acheter qui existent, mais oui, oui, oui. vont pas forcément correspondre à 100% à toi, à comment tu imagines la structure de Ah, l'entreprise, exact. etc. Et Ouais, pour ça, Asana, c'est tellement simple et fluide d'utilisation finalement. Comme tu dis, bah avec oui, les deadlines, l'attribution, les personnes assignées, ça, voilà, c'est t'as ça. rien à Tu construire. interagis dans les Un- tâches, C'est ça, c'est c'est un ça. outil de gestion de Ouais. projet, donc c'est vraiment fait pour ça. Voilà, Et de gestion de exactement. tâches aussi, pour les to-do list, c'est très pratique aussi. C'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Non, non, franchement, ça marche super bien comme ça. Donc, c'est Asana. Puis, s'il y a besoin, en parallèle, bah, tu sais, tu peux mettre des commentaires dans Asana, donc tu peux interagir dans les tâches, etc. Mais s'il y a besoin qu'on se parle à côté, bah, c'est mail ou chat, on s'appelle. Enfin, voilà, D'accord. mais c'est vraiment Asana. Puis après, c'est le Drive avec des Google Sheets partageables, etc. sur tous les projets. Donc, mais les Drives sont liés au Asana, etc. Donc, tout est bien rodé. En tout cas, c'est nouveau pour moi, mais je pense que
À date, là, ça fonctionne pas mal, mais c'est sûr que j'essaye d'optimiser au maximum tout ça. C'est pas toujours évident. Je demande des conseils autour de moi. J'étais dans le mastermind aussi de PB, comme on disait, donc j'ai de l'aide aussi par rapport à ça. Je vais questionner ceux qui ont de l'expérience là-dedans pour voir les bonnes pratiques et tout. Mais c'est ça. Il n'y a rien de plus compliqué que ça, finalement. C'est Pas ça. plus compliqué. Ouais. Mm. Et donc, tu disais que tes systèmes et tes process, tu les fais sur Notion? Oui et non, c'est plus. Euh, oui, si, en fait, un peu comme un format de notes sur Notion, tu sais, j'ai mes trames, etc. Je les écris plus comme des notes personnelles. D'accord. Après, les process, tu vois, quand j'ai une nouvelle demande de démarrage sur Google Ads, j'envoie un formulaire Typeform, en fait, avec toutes les questions pour préparer la stratégie. Et en fait, ce formulaire, quand il est rempli, je le reçois automatiquement par email. Ça crée le projet dans Asana. Il y a des automatismes, en fait, des automatisations qui sont en place pour faciliter le transfert d'informations quand le client remplit son formulaire jusqu'à la création du projet dans Asana pour l'équipe. Donc, c'est pas des grandes automatisations, puis il n'y a pas besoin de plus aujourd'hui, mais j'ai des petites choses comme ça en place pour faciliter en tout cas les onboarding et puis le partage d'informations, puis le flow en fait de travail. Donc, Mm. pour l'instant, ça fonctionne bien. J'utilise Zapier par exemple pour faire les liens entre C'est les ça. plateformes. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et c'est toi qui l'as fait tout seul? Ouais, ouais. Ouais. Après, je pense dans le marketing, comme j'ai en agence, on apprend énormément, on bricole beaucoup, on essaye, etc. Même pour récolter les datas, les leads, Zapier, je l'avais déjà utilisé en agence et tout. Donc, je pense qu'on est un peu des Oui, geeks finalement et qu'on se débrouille assez facilement. Donc, très facilement, je pense, j'ai mis en place mes automatisations avec Zapier pour faire le lien entre ma boîte mail, le c'est ça. Typeform, le Asana. C'est pas trop compliqué, ça Mm. fonctionne. Donc, ça peut aider. C'est des petites choses, mais Oui, ça oui, aide. ça fait Content gagner du quand on temps. voit que ça fonctionne. Ouais, tu fais ah yes. Ouais, t'es content hein, quand les Ouais, automatisations fonctionnent bien ouais, et ça te fait gagner du temps. c'est Donc, ça. Donc c'est pas de la grosse automatisation, mais en tout cas, je veux pas aller trop vite là-dedans. Il faut d'abord que le process fonctionne à 100% pour automatiser des choses, tu vois, je trouve en tout cas. oui, Et pour l'instant, ce qui fonctionne, c'est automatiser de cette façon et on n'a pas après des plus gros volumes pour faire des choses plus complexes. Donc pour l'instant, yes. ça suffit. Et les process, comment tes équipes y ont accès? Tu les mets après, tu les bascules sur un drive, par exemple, ou ils ont accès directement à tes process sur Notion? En fait, ils n'ont pas accès à mes process. Enfin, ils savent la trame, en fait, plus D'accord. vision client, en fait, quel est le workflow. Moi, comment j'ai fait dans mon Zapier, etc. Tu sais, elles n'ont pas forcément accès parce qu'elles ont tout de suite les notifs au bon endroit. Elles sont ajoutées dans les Exactement. projets. Des fois, je le fais moi à la main si j'ai un petit truc à compléter. Donc, elles sont pas forcément au courant derrière des automatisations en place. Mhm. Euh, ben, elles reçoivent tout en bonne et due forme au bon moment là. Donc puis comme je disais, c'était pas compliqué. Donc même si elles le savaient, tu sais, ça va pas leur leur donner une Oui, plus-value voilà. dans leur travail, tu vois. Ouais, C'est c'est toi ça. qui garde la main sur les procès, je veux dire, qui les met Ouais, à jour. exactement, c'est Voilà. ça. C'est Plus du pas, par process. exemple, la responsable du SEO qui, quand il y a une mise à jour à faire, c'est pas elle qui va aller mettre à jour le process, c'est toi qui Non. garde la main dessus. Ok. Ouais. Ouais, D'accord. pour l'instant, c'est ça, parce que ces process plus techniques, les filles, elles sont plus dans le process onboarding client, les étapes pour que le Oui, projet soit mené à bien. Tu vois, moi, je suis comme dans l'ombre pour que les infos arrivent au bon moment, etc. Mais c'est vraiment en plus au début du démarrage du projet. Après, une fois que c'est signé et puis que c'est parti, il n'y a plus d'automatisation, elles sont c'est autonomes. ça. On a un petit bout juste avant, donc je suis plus la partie technique dans l'ombre, ouais. Yes. Donc finalement, les outils, les logiciels que tu utilises pour gérer, pour piloter ton entreprise, t'en as cité, t'as Drive, t'as Zapier, Ouais, t'as parlé d'Asana, ouais. euh, Typeform aussi pour l'onboarding. Qu'est-ce que Oui. tu utilises d'autre à part bien sûr Google Ads, je suppose aussi pour Ouais, ouais, Google Ads, Meta. Après, il y a toute la partie analytique dont on n'a pas parlé. Puis je pense que je fais un peu le biais entre toutes ces expertes qui ont aussi des expertises en analytics. Mais s'il y a un manquement, en fait, à ce niveau-là, c'est moi qui complète. C'est toute la partie tracking des conversions, analyse des données, attribution, les tout ça dont on KPI, ouais, voilà justement, ouais, les c'était KPI. ma prochaine question. Ouais, ouais, ouais. Oui, voilà, qu'est-ce que Bah, tu les suis? KPI de campagne, tu sais, elles sont Ouais, forcément gestionnaires de pub, il n'y a aucun oui, problème.
mais plus de, t'as un nouveau client, puis il faut traquer les conversions, traquer des formulaires ou traquer des achats. Bah là, c'est Google Tag Manager qui entre en jeu. On fait le setup en fait pour traquer la conversion. On fait le lien dans Analytics et dans les plateformes publicitaires. Donc là, il y a tout un volet derrière la pub qui est très technique pour l'analytics. Tout ça, on est centralisé autour de la data, c'est primordial. Il y a ça aussi qui est très important à l'agence. Ouais. Ouais. Et tes landing pages, tu les fais sur quoi? Ça dépend le client sur quoi il est. Il y a des clients qui ont des tunnels de vente bien développés avec du système.io, D'accord. des choses comme ça, du Kajabi, etc. Ouais. Il y a des clients qui sont sur WordPress, qui sont sur Shopify, et là, Ouais. bah, c'est du custom, etc. Ce qui est vraiment super, c'est quand on a un client bien développé et qui a un développeur à l'interne qui nous épaule. En fait, si on doit faire des changements, bah, ils ont leur équipe à l'interne qui vont pouvoir modifier le site directement. Et ça aide en fait d'avoir un contact technique chez le client qui peut opérer des modifications particulières quand c'est des plus gros enjeux sur le site web. Donc ça dépend vraiment des Ouais. cas de figure et des clients en fait, sur quel socle il est techniquement. Ouais. D'accord. D'accord. Mm. Euh, pour piloter ton entreprise, quels sont, allez, cite-moi 3 à 5 KPI que tu affectionnes particulièrement. Ouais, alors écoute, les deux premiers, je pense que c'est vraiment c'est pas un KPI très numérique, mais ça va être le premier. En tout cas, c'est la satisfaction client. Je veux que mes clients continuent d'être contents puis qu'ils soient confiants, je vais dire les yeux fermés entre grands guillemets là. Mais c'est vraiment primordial pour moi au quotidien de te rassurer sur le fait que le client est toujours content, qu'il est rassuré, il sait ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre comme on a en agence où on ne sait pas trop. Le budget se dépense, puis tu sais, on n'a pas trop de nouvelles, puis qu'est-ce qu'il en est, on ne sait pas. Enfin, j'ai horreur de ça, je l'ai vécu en agence malgré moi. La satisfaction numéro un. Numéro deux, bah, c'est les KPI du client. Est-ce que ces résultats sont au rendez-vous, en fait, tout simplement sur les campagnes publicitaires? Donc, c'est KPI pas de mon entreprise, mais des clients pour le coup. Donc, tu sais, satisfaction et performance sur les mandats, c'est essentiel. En fait, si on n'a pas ça, bah, tu sais, on va faire du moins bon travail, on va être moins recommandé, etc. Et Mm. après, bah, les KPI, moi, je me concentre énormément en ce moment sur la marge, en fait, que je me fais sur les projets. Parce que je dois veiller à la santé financière de l'entreprise, parce que maintenant, bah, je dois payer une équipe en plus de moi. Heureusement, là, je vais rentrer en congé maternité, donc je vais avoir des aides. Ça va me permettre de souffler un petit peu dans l'entreprise. Alléluia. C'est ça, c'est le bénéfice, la marge sur les prestations et quel pourcentage en fait de marge ça représente sur le revenu pour savoir si je suis capable de payer mes charges, payer mes coûts fixes, payer les taxes, etc. Payer les impôts, etc., etc., mais aussi nourrir ma trésorerie et toujours être capable d'investir dans l'entreprise, c'est la formation, le coaching, etc. Moi, j'en ai besoin pour avancer ou faire un peu de publicité, etc. Tu sais, j'ai besoin d'avoir cette latitude, la trésor, là, c'est vraiment la vie. Parce que si tu as un enjeu, un besoin particulier, si tu n'as pas la trésor pour aller chercher C'est ça. une compétence, une expertise, bah, tu sais, tu vas ramer encore un peu toute seule. J'ai ramé pendant des années en freelance pour en arriver jusque-là. Et aujourd'hui, j'aime avoir ce pouvoir-là avec la trésorerie de dire là, j'ai un manquement. Par exemple, moi, mon plus gros, comment dire, ma plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est la création de contenu sur les réseaux parce que j'ai pas le temps, etc. Toutes les excuses qu'on se donne en tant qu'entrepreneur de créer sur les réseaux. Et j'ai besoin de sous-traiter cette partie. Tu sais, j'ai fait plein de formations, je me suis fait accompagner. La stratégie, elle est là. Je sais ce que je devrais poster, je sais ce que je devrais faire, je sais pertinemment. Je suis vraiment très rodée maintenant depuis toutes ces années. Mais la trésorerie doit me permettre d'aller chercher là où je ne peux pas pallier en fait à des manquements dans l'entreprise. C'est vraiment toute cette marge bénéfice là qui m'apporte beaucoup aujourd'hui pour que l'entreprise perdure parce que je recrute, j'ai récemment recruté, puis il faut que je m'assure que bah, les projets soient rentables pour moi, pour l'entreprise, pour aller plus loin, pour être capable de payer les outils, etc. et de continuer d'investir pour croître. Donc c'est vraiment ça en ce moment que je regarde. Ah ouais, ouais. Mais c'est normal parce qu'une entreprise sans trésor, c'est une entreprise qui est en danger. Ouais, exactement. Ah ouais. Donc, Exactement. Là, je suis contente, je finis mon année fiscale, je viens de la finir, je viens d'avoir les rapports d'impôts, etc. C'est clôturé.
Et je suis contente de redémarrer de zéro avec mon équipe officiellement et de reprendre un peu les comptes de zéro là pour qui suivent ça de près et puis d'évoluer aussi, tu sais, dans la gestion des finances de son entreprise, ça s'invente pas et l'année passée a été un peu floue de ce point de vue-là. J'étais mal accompagnée d'un point de vue comptable, donc j'étais jamais trop au fait vraiment de mes chiffres. Il y avait, bien sûr, je les savais, mais tu sais, c'était un peu flou. Il y avait trop de flou. Et là, cette année, ça doit être carré, quoi. Carré, carré, carré. Donc voilà, je suis contente de démarrer une nouvelle année fiscale, en tout cas sur de nouvelles bases. Yes, yes. Ouais, de toute façon, la gestion des finances, c'est une compétence primordiale que Ouais. tout entrepreneur Mhm. devrait avoir pour développer leur entreprise, parce qu'il y en a qui C'est font un clair. peu l'autruche et Ouais. parfois après ils vont avoir des mauvaises surprises. Ouais, ouais, Donc, c'est ça, c'est ça. ouais, ouais, Faire attention. yes. Ben écoute, Déborah, le temps passe super vite, je vois. On arrive du coup à la fin de ce podcast. Je vais te laisser le mot de la fin, tout simplement. Est-ce que bah, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs bah, qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Ouais. Conseil numéro un, j'en aurai deux rapidement. Le premier, c'est vraiment de prioriser, de rester focus sur leur vision. Parce que moi, je suis la reine de l'éparpillement, parce que si un jour j'ai moins le moral ou quoi, je vais limite avoir envie de développer une autre entreprise, tu vois. Et donc, je dois me recentrer très souvent et c'est d'aller au plus simple, prioriser, comme je disais tout à l'heure, l'expertise, en fait, juste ton expertise métier, ne pas l'oublier, etc. Vraiment se concentrer sur les tâches, les actions à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Moi qui veux avoir une qualité de vie, moi, je veux aller pouvoir faire mon sport quand je veux pouvoir prendre des rendez-vous perso quand je veux en semaine, peu importe si je veux cette latitude, j'ai des enfants et tout. Donc, je peux pas travailler 8 heures par jour. Là, je les travaille pas les 8 heures par jour. Ou alors, mon esprit, peut-être, est plus dans l'entreprise, plus de 10 heures par jour, certes, mais Oui, je suis pas derrière l'ordi 8 heures par jour. Et donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon entreprise? C'est quoi les résultats que je peux en atteindre? C'est quoi l'action à faire? Tu vois, c'est de vraiment se recentrer parce qu'on a plein d'idées, on est drivé par notre vision, on s'emballe, puis en fait, on fait rien. Ça, c'est mon grand, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est très difficile. Donc, mon meilleur conseil, ce serait ça, vraiment rester focus, prioriser. Et le deuxième, c'est de surtout pas rester seul, de se faire aider. Alors, si on n'a pas les moyens de participer à des masterminds, à prendre un coach ou faire des formations, etc., c'est vraiment d'aller échanger avec des entrepreneurs, quoi, faire un peu de réseautage et tout. Moi, en grande introvertie, tu me dis réseautage, je te dis au secours. Et pourtant, je me suis lancée et en fait, tu fais des rencontres, ça fait du bien, en fait. Tu parles avec des gens qui ont les mêmes enjeux et en fait, ça met un peu d'air dans tout ça, dans tes angoisses, dans tes interrogations. Donc, vraiment pas rester seul parce que tu peux vraiment tourner en bourrique pendant des mois, des années, perdre du temps. Moi, j'ai vraiment cette impression. Donc, c'est vraiment de ne pas rester seul, ouais, d'échanger, même si c'est pas quelque chose de payant, une grosse formation, c'est d'aller échanger avec quelqu'un qui a ta propre réalité. C'est hyper important. Ouais. super, super conseil. Super, bah écoute, merci beaucoup. Merci pour tout. Et bah, si les gens veulent te contacter, veulent échanger avec toi, c'est quoi le meilleur moyen? Oui, bah, je suis sur Instagram et LinkedIn, c'est pas mal mes deux réseaux privilégiés. Vous pouvez D'accord. y aller, je pense qu'on mettra sûrement les liens dans le On podcast, mettra les j'imagine. liens sur le podcast. C'est ça, Yes, donc n'hésitez pas, ouais, en message, même Facebook, je suis un peu sur les trois, là, il n'y a pas de... Voilà, me contacter sur un d'accord. réseau, il y aura une Ok, réponse. superbe. Ben écoute, Déborah, merci beaucoup pour cet échange et je te dis à très vite. Merci à toi, c'était un plaisir, à bientôt. À bientôt.